Vous savez, en Afrique francophone particulièrement, échouer est toujours très mal vu. Bienvenue à l'émission Vivre libre, passionné et heureux. Nous sommes rendus aujourd'hui à l'épisode 16 et le thème va être « Rêve d'entreprendre, 5 raisons qui t'empêchent de te lancer ». Alors, l'objectif de cet épisode particulièrement est d'explorer les 5 raisons qui empêchent les cadres en milieu de carrière de se lancer dans l'entrepreneuriat et particulièrement en Afrique francophone. Nous allons examiner comment vous aider à surmonter les obstacles et surtout encourager cette mentalité entrepreneuriale, et t'inspirer, toi qui hésites encore, à pouvoir explorer de nouvelles opportunités professionnelles. Il est important de dire que quand je parle à quelqu'un comme toi qui me regarde en ce moment, et j'ai choisi aujourd'hui de te parler comme un ami, c'est pour ça que j'ai choisi de te tutoyer, je te parle comme un ami parce que tu es un cadre en milieu de carrière et pendant longtemps, tu as souvent eu envie de te lancer dans l'entrepreneuriat. Il faudrait que tu saches aujourd'hui que tu as 3 atouts majeurs. Premièrement, c'est ta personnalité, parce qu'on n'a pas besoin d'aller forcément chercher à l'extérieur de soi, n'est-ce pas? Il y a ta personnalité, parce qu'avec entre 10 et 20 ans d'expérience, quand on dit qu'on est en milieu de carrière, la personnalité que tu as et que tu as pu mouler et affiner au fil du temps est déjà un atout majeur. Deuxièmement, tu as une expérience qui est certaine dans le domaine que tu as pu épouser dans ta carrière. Et troisièmement, il y a une expertise réellement qui a été affinée au fil du temps. Donc ces 3 atouts majeurs te donnent un levier supplémentaire par rapport à d'autres personnes qui n'ont pas autant d'expérience, qui sont peut-être en début de carrière. Donc, c'est le moment. C'est une hésitation qui a été là depuis longtemps, mais l'objectif pour nous, c'est de parcourir ensemble les 5 raisons qui se mettent souvent sur le chemin comme un véritable mur, une grande muraille qui empêche de passer à l'action. La raison numéro 1 qui t'empêche, toi, de passer à l'action, c'est la peur de l'échec. Et ça, avant d'entrer dans ces raisons, je voudrais juste te rappeler que ce n'est pas ta faute. En fait, nous avons été conditionnés, nous avons été programmés par l'environnement, par la société, par nos proches, nos amis et tout le monde, de manière à ce que ces 5 raisons les plus importantes-là soient au contrôle de toutes nos décisions. Donc, je disais que la raison numéro 1, c'est la peur de l'échec. Vous savez, en Afrique francophone particulièrement, échouer est toujours très mal vu. Et d'ailleurs, on dit souvent que lui, là, il ne vaut rien. Il a été incapable même de diriger une seule entreprise. Il est incapable de terminer tel projet. Donc, en Afrique, globalement, échouer est très mal vu. Échouer à l'école, échouer dans la vie, échouer dans le mariage, échouer partout est très mal vu en Afrique. Alors, d'où est-ce que ça vient, cette croyance-là, cette raison, cette peur qui est ancrée dans nos croyances? Il y a une racine culturelle, il y a une racine sociale, il y a une racine économique. Et nous allons essayer d'explorer, en fait, 4 facteurs alimentant cette peur de l'échec-là, qui est nourri en chacun d'entre nous, nous les enfants de l'Afrique, particulièrement en Afrique francophone. Alors, le facteur numéro 1, c'est la stigmatisation sociale. Vous savez, l'échec est souvent perçu négativement. Et même, il peut être associé à la honte. C'est un peu comme si vous apportez la honte à votre famille. Il peut être associé à une perte de statut social. Et imaginez quelqu'un qui s'accroche et qui veut bien être valorisé dans son environnement, dans son milieu de vie. Quand il pense qu'il prendra une action qui peut être associé à la honte au cas où il échoue, automatiquement, il ne va même pas explorer, il ne va pas prendre le risque, il ne va pas vouloir explorer l'entrepreneuriat qui, aux yeux de tout le monde, aux yeux de la plupart des personnes, semble plus risqué qu'un emploi confortable. Deuxième facteur, les pressions familiales. Dans l'épisode passé, on avait commencé à voir comment les pressions familiales pouvaient impacter notre situation financière. Mais ça revient encore, ça revient comme un des éléments importants qui nous mettent beaucoup de pression à nous, les cadres en milieu de carrière. Pourquoi? En fait, des attentes de la famille qui sont souvent axées sur la stabilité. Quand les gens attendent de vous, quand la famille attend que vous les aidiez, la famille n'a pas envie de vous voir prendre des risques et embrasser un chemin qui va sembler un peu risqué, en fait, qui va sembler un peu incertain. On préfère vous presser et vous conduire vers la certitude. On va davantage pousser nos enfants, nos frères, nos sœurs vers la fonction publique, vers des emplois dans les multinationales, vers tout ce qui est emploi stable. Donc, cette pression familiale-là, qu'on le veuille ou pas, va jouer pour pouvoir décourager les proches qui veulent prendre une initiative. Vous n'allez pas pouvoir vous lancer dans quelque chose d'incertain et vous en parler à votre ami, votre sœur, votre frère, et qui va vous donner sa bénédiction. Non, tout le monde va essentiellement vous décourager. Et c'est ce qu'on vit en Afrique, dans nos familles. Donc, c'est vraiment un facteur qui ne dépend pas de vous. C'est une programmation que nous avons reçue depuis que nous avons évolué dans cette société africaine. Le troisième facteur
qui nourrit cette peur de l'échec en nous, c'est le manque de soutien financier. Vous savez, j'ai passé 18 ans à la banque et c'est vrai que l'accès au financement n'est pas quelque chose de très facile dans le contexte africain. On n'est pas dans le contexte occidental ou dans le contexte asiatique où des vrais entrepreneurs ont beaucoup plus de facilité, que ce soit au démarrage ou au développement de leur entreprise. Du fait que la plupart du temps, les entrepreneurs qui avancent et qui veulent se développer n'ont pas accès au financement, ça va nourrir et renforcer la peur chez ceux qui veulent commencer en disant « si je commence, je veux grandir, j'ai besoin de financement, je n'aurai pas ». Donc, cette peur, qu'elle soit réelle ou supposée, va aussi contribuer à renforcer la peur de l'échec chez les personnes qui veulent démarrer. Et forcément, ça va alimenter la crainte de ne pas pouvoir se lancer, n'est-ce pas? Et il se dit, s'il se lance et qu'il y a un échec, il y a des conséquences financières. Cet échec-là, il va être difficile pour lui de revenir en arrière sans y laisser des plumes. Le quatrième facteur qui alimente cette peur de l'échec-là, c'est l'éducation traditionnelle, n'est-ce pas? Le système éducatif qui a été mis en place au lendemain des indépendances et même avant, il n'est pas fait pour nous aider à être des personnes qui prennent des risques et pour être des personnes qui entreprennent. Non, il est fait pour mettre l'accent sur l'obtention des diplômes et la recherche d'un emploi stable. Et toute la société est programmée comme cela. Donc, on va à l'école, on essaie d'être le meilleur, de bien lire, de réciter pour avoir les meilleures notes, d'être parmi les personnes les mieux notées, de passer brillamment un concours, d'aller à la fonction publique ou bien d'obtenir le sésame d'entrer dans une multinationale. Et là, c'est la sécurité de l'emploi, ce sont les différents avantages. Donc, si tout cela vous prépare comme ça, comment est-ce que vous allez pouvoir choisir d'embrasser le risque? Il va être beaucoup plus difficile pour vous, n'est-ce pas? Si vous êtes focalisé sur cela, si vous avez cette mentalité-là d'aller réussir à l'école et chercher la sécurité. Petit à petit, ça va effriter la confiance que vous avez en vous-même, de pouvoir prendre le risque. Vous allez dire, mais à quoi sert? Alors que je peux tranquillement être à l'aise de ce côté. Donc ça, c'était le facteur numéro 1. Ce que j'ai dit, la raison numéro 1, j'allais dire, la peur de l'échec. La raison numéro 2, c'est le confort de la sécurité. En réalité, la stabilité qu'on recherche dans cet emploi-là, c'est un peu comme... Le bon côté, c'est la stabilité, n'est-ce pas? Mais en même temps, c'est un peu comme un somnifère qui annihile toutes nos tentatives d'aller prendre des risques. Vous ne pouvez pas être quelque part où vous êtes bien, où tout se passe correctement et vous avez envie d'aller prendre des risques. Ce confort-là, vous savez, quand vous êtes dans le confort, vous êtes assis confortablement, que ce soit dans votre salon, dans votre maison, dans votre emploi, vous prenez des bonnes habitudes, des habitudes de vous asseoir et de ne pas bouger, n'est-ce pas? Et tout cela cultive en fait une aversion au risque. J'aime bien souvent revenir sur la citation de Stephen Covey qui dit que l'ennemi du mieux, c'est le bien. Vous, ou alors toi maintenant qui me regardes, toi qui vis bien, quand on vit bien, on a un bon emploi, un emploi stable qui est envié de beaucoup de personnes, on a une bonne maison, on a une bonne voiture, est-ce qu'on peut penser à vivre mieux? Vous voyez, c'est ce que Stephen Covey dit. Quand on est bien, on n'aspire pas à vivre mieux et c'est ce qui va parfois nous maintenir dans cette zone de confort-là. On va dire, mais tout est déjà bon. D'ailleurs, je suis mieux que mes camarades de classe, je suis mieux que mes cousins et mes frères au village, donc pourquoi chercher mieux? J'ai un emploi qui est sûr, garanti et automatiquement j'aurai une certaine retraite, n'est-ce pas? Voilà, c'est ce qui va nous endormir en quelque sorte. Alors, comment est-ce qu'on peut décider de créer les conditions qui nous permettront d'envisager la sortie de cette zone de confort-là? Alors, pour moi, la première chose que je vois qui bloque souvent la plupart des personnes, c'est le fait de ne pas prendre le contrôle de ses finances. Voilà, c'est important de prendre le contrôle de ses finances. Quand on vit de manière mécanique, parce qu'on a un bon emploi, on a un bon revenu qui vient tous les mois, je rappelle que j'ai fait 18 ans à la banque, il n'y a pas un seul jour où le salaire a décalé d'un seul... Je voulais dire un seul mois où le salaire a décalé d'un seul jour. Chaque mois, pendant 18 ans, le salaire était payé le jour dit, ou peut-être avant si ça tombait un vendredi. Ça veut dire quoi? Ça nous endort et ça nous installe dans le fait qu'on va dépenser ce qu'on a, parce que dans tous les cas, le salaire reviendra. Donc, parfois, on ne fait pas un choix conscient de prendre en main nos finances personnelles. Donc, la première chose, si on veut sortir de cette zone de confort, c'est de décider de prendre en main ses finances personnelles. Et la deuxième chose, c'est de pouvoir changer la façon de voir les éléments déterminants de notre estime de soi. Vous savez, les gens ont confiance en eux ou les gens s'aiment en fonction de ce qu'ils pensent que les autres apprécient en eux. Si je pense que la confiance que j'ai en moi, le sens de ma valeur, vient de toutes les possessions, des biens que j'ai, alors je pense que c'est la première erreur parce que je ne pourrai jamais quitter ce confort-là parce que c'est un élément de ma sécurité. C'est ce que j'ai, la maison que j'ai, la voiture que j'ai, les biens que j'ai, les téléphones que j'ai. C'est ça qui me donne le sentiment de sécurité.
Deuxièmement, si je m'appuie sur ce que je fais, je vais prendre mon ego, je suis peut-être un dirigeant d'une grande entreprise ou bien je travaille dans une multinationale, j'aurais tendance à amener mon ego au niveau de ma fonction. Donc, ce que je fais devient un élément déterminant de l'estime de moi. Ces deux éléments mis ensemble, que ce soit ce que j'ai comme bien ou que ce soit ma fonction, c'est des éléments externes. En réalité, il faut qu'on change de paradigme et qu'on apprenne à ramener le contrôle sur soi. L'élément le plus important, c'est qui je suis. Quelle personne je deviens sur le parcours de transformation professionnelle. Donc, la personne que je suis, si je ramène le contrôle sur moi, à l'intérieur de moi, les éléments qui déterminent mon estime, le fait d'être heureux, d'être content, comme ça, en moi-même, ça reviendra à l'intérieur de moi. Et à ce moment, je peux me détacher de cette obligation d'avoir le matériel, d'avoir ces fonctions. Donc, c'est important, si on veut se départir, en fait, de la sécurité que nous offre le confort de notre emploi actuel. La raison numéro 3 qui nous empêche, qui nous paralyse, qui nous empêche d'avancer et qui t'empêche particulièrement, toi qui me regardes, je rappelle que tu n'es pas seul. On a été tous là. Moi, j'ai eu la même chose, mais c'est qu'à un moment donné, j'ai choisi d'affronter mes peurs. La raison numéro 3, c'est le manque de vision ou d'idées claires. Pourquoi? En fait, quand vous vivez comme un élément qui vit par défaut dans la société, c'est-à-dire que tout ce que vous faites comme choix dans la société, c'est des choix pratiquement par défaut. Vous êtes allé à l'école par défaut parce que vous n'avez pas intentionnellement choisi de faire un certain cursus. Ce qui se présentait à vous comme opportunité, vous disiez, on saisit. On est allé à l'école par défaut, on a choisi un emploi aussi par défaut et par défaut, on arrive à construire une famille. Malheureusement, on ne fait pas beaucoup de choix vraiment intentionnels. On dit souvent qu'il y a 2 dates importantes dans la vie d'un être humain. La première date, c'est le jour où nous sommes nés. Et la deuxième date, c'est le jour où nous savons pourquoi nous sommes nés. La vision que vous avez maintenant, ou que la vision que tu as est floue parce que tu ne sais pas encore clairement pourquoi tu es venu dans ce monde. Pourquoi est-ce que Dieu t'a envoyé sur cette terre? Si c'est assez clair, je pense que la vision sera beaucoup plus précise pour toi et ça te poussera à passer davantage à l'action. Alors, c'est vrai que quand on a une certaine confusion, quand on évolue, plus on sait des choses, plus on a de l'expérience, plus on est confus. Il y a trop d'options pour avoir une vision claire. Il y a 1000 choses qu'on a à faire. Mais en réalité, quand on essaie de travailler de manière méthodique, il y a du contenu en ligne pour ça, il y a beaucoup de personnes qui peuvent vous aider à clarifier votre raison d'être. Vous allez arriver à voir que vous avez une raison principale pourquoi vous êtes là. Votre raison d'être, c'est important de la chercher parce que quand vous la trouvez, vous avez moins de confusion dans les options qui se présentent à vous et forcément, vous avez une vision beaucoup plus claire de la vie que vous voulez réellement. Alors, c'est important et pour vous aider à explorer cette unicité-là, qu'est-ce qu'il faut faire? Trouver votre voie, j'allais dire. Il faut chercher votre unicité. J'aime souvent dire que nous sommes 8 milliards d'êtres humains. Mais on a 8 milliards d'empreintes digitales. Ça veut dire qu'il y a une raison, il y a une unicité qui n'est qu'en vous, en toi qui me regarde en ce moment. Il y a quelque chose en toi qui n'est pas en moi, qui n'est pas en ton frère, qui n'est pas en ta soeur, qui n'est pas en ton collègue à qui tu te compares chaque fois. Donc, c'est important d'aller découvrir sa propre unicité, c'est-à-dire la raison d'être, pourquoi on est sur cette terre. Et pour le faire, je vais t'inviter à tester juste 2 hypothèses. Considère la première hypothèse. La première hypothèse, c'est que, étant employé, cadre en milieu de carrière, dirigeant de société, comme tu veux, tu peux perdre ton emploi demain. Hypothèse numéro 1, c'est hypothétique, mais suppose que tu as perdu ton emploi. Si tu perdais ton emploi, qu'est-ce que tu allais faire? Ou alors ta société a fermé, comme on a vu pendant le Covid, où des entreprises ont fermé du jour au lendemain. Que vas-tu faire? Il va falloir voir quelque chose que tu peux faire où tu peux rebondir rapidement sans avoir besoin de trop réfléchir, n'est-ce pas? La deuxième chose, suppose que demain il y ait une abondance, suppose qu'il y ait une rente viagère, suppose qu'il y ait un parent qui t'ait légué une rente viagère qui représente 2 à 3 fois le salaire que tu as maintenant. Donc tu as une abondance de revenus pour le restant de ta vie. Qu'est-ce que tu ferais au quotidien pour t'occuper alors que tu n'as plus à te soucier des problèmes d'argent? Je pense qu'en faisant ces 2 hypothèses-là et voir réellement qu'est-ce qui va te permettre de te réveiller le matin, même quand tu n'as pas besoin d'argent, ça va t'aider à trouver réellement pourquoi tu es dans ce monde. Et vraiment, quand on a découvert cela, il faut choisir de commencer avec le meilleur avantage comparatif. Il ne faut pas chercher à commencer avec tout. En ayant une vision de plus en plus précise sur la chose que nous avons de manière plus unique en nous et qu'on peut offrir à d'autres semblables, là on commence à avoir une vision claire de notre vie, on commence à avoir de la passion à vivre au quotidien et on commence à emprunter le chemin pour vivre libre, passionné et heureux. Ça me permet d'aborder la raison numéro 4 qui t'empêche de te lancer. C'est le manque de ressources financières. Beaucoup d'entrepreneurs, pendant 18 ans à la banque, j'ai travaillé à la direction de la recherche, j'ai travaillé à la direction du crédit et à la direction générale, en tant que directeur général. Ça revenait tout le temps parce que je servais les entrepreneurs et les jeunes entrepreneurs et les aspirants entrepreneurs également.
L'obstacle numéro 1 que les entrepreneurs mettent en avant pour justifier le fait que leur entreprise ne décolle pas, c'est en fait les défis financiers. Le fait qu'on accède difficilement aux finances, n'est-ce pas? C'est vrai qu'il y a de grands problèmes pour pouvoir accéder aux finances, un peu plus qu'ailleurs. Mais le fait que tout le monde le place comme obstacle numéro 1 peut contribuer aussi à amplifier, en fait, à élever cette barrière qui nous empêche de passer à l'action. Et pour beaucoup d'entrepreneurs que j'ai vus qui faisaient des business plans, ils ont parfois choisi, au lieu de commencer par des business qui sont moins capitalistiques, ils vont lancer un business comme une multinationale, en faisant de longs business plans, en choisissant de s'installer massivement, de grands bureaux, de grandes machines, toute chose qui va empêcher en fait de commencer. Chaque fois qu'on va élever les barrières au démarrage, parce que nous allons surdimensionner le projet, c'est ces éléments qui vont amplifier dans notre esprit le fait que nous n'avons pas assez de ressources et ça va nous encourager à remettre à demain, à l'année d'après, à 5 ans plus tard et 10 ans plus tard, on n'aura toujours pas démarré le rêve d'entreprendre que nous avons nourri depuis longtemps. Vous savez, légalement, il y a un problème en matière de finances. La dépendance à ce seul revenu-là. 95% des clients avec qui je travaille ou des clients que j'ai étudiés j'ai une base de données de près de 5000 clients, 95% dépendent d'une source principale de revenus qui est le salaire. Si vous manquez de ressources financières parce que vous dépendez d'un salaire, ce n'est pas des conditions qui vont vous permettre de passer à l'action, n'est-ce pas? De quitter ce confort-là pour aller démarrer quelque chose de nouveau. Non. Malheureusement, cette dépendance au salaire est suicidaire par rapport à votre ambition entrepreneuriale. Et pour beaucoup de personnes, quand elles se projettent et ont anticipent une difficulté à remplacer leur salaire à court terme, on conclut que tout est perdu. Alors, et maintenant, je discute avec beaucoup d'entrepreneurs que je coach depuis environ 5 ans, après la banque. Je me rends compte que chaque fois qu'un entrepreneur se projette, ou alors un intrapreneur, quelqu'un qui est encore en entreprise, un dirigeant qui veut devenir entrepreneur, quand il se projette par rapport à l'entreprise qu'il veut lancer, il ne se projette pas avec l'esprit de remplacement de son revenu. Non, il se projette avec l'ambition de doubler, tripler, quintupler son revenu actuel de salarié en passant à l'entrepreneuriat, ce qui devient un bond tellement élevé qu'il ne passera pas du tout à l'action. Donc, c'est important de pouvoir rester raisonnable quand on se projette à l'entrepreneuriat. Donc, le manque de ressources financières ne doit pas être amplifié par notre désir de multiplier nos revenus de manière très rapide. Maintenant, si je vais vous aider à pouvoir régler ce problème de manque de financement, de manque de ressources financières, il faut commencer à l'intérieur, il faut commencer avec ce que nous avons déjà maintenant. Et la première suggestion que je ferais, ce serait de t'aider, toi qui me regardes en ce moment, à mettre en place un budget familial. 97% des clients avec qui je travaille n'ont pas de budget familial. J'allais même dire 99% n'ont jamais fait un budget familial, ne se sont jamais assis pour dire voilà ce que je gagne, voilà comment je dois orienter ce que je gagne, voilà comment je dois prioriser ce que je gagne de manière anticipée avant d'avoir reçu le salaire. Je le fais avant, mon épouse et moi, pour pouvoir planifier où je vais. Ce n'est pas le cas. Deuxième point, constituer une épargne pour la sécurité financière. En tant que chef de famille, c'est important de mettre la famille à l'abri, n'est-ce pas? Et dans le modèle que nous enseignons à Dark & Business Coaching, nous recommandons de mettre au moins 3 mois de côté. En fait, quand vous mettez une marge de 3 mois, quand vous avez un peu de marge, vous avez 3 mois de dépenses courantes de côté, ça baisse la pression quand vous pensez à prendre un risque. Parce qu'en fait, ça vous donne plus de stabilité, plus de sécurité, ne serait-ce qu'à court terme. Et la troisième recommandation que je ferais sur ce point, il faudrait que vous cibliez pour commencer un business dont la ressource principale sera vous. Pourquoi? Je ne vais pas cibler un business où je vais aller investir des centaines de millions pour pouvoir le faire à l'extérieur, alors que je suis une personne déjà expérimentée. Si la première ressource, c'est moi, ça veut dire que je dois être capable de dire comment est-ce que ma personnalité, mon expertise et mon expérience peuvent être mises à contribution pour résoudre un problème à une clientèle que je connais déjà ou que j'apprends à connaître, ou bien une clientèle qui était moi hier. Ça peut être des clients avec qui j'ai travaillé, des fournisseurs, des collègues et tout, mais je dois envisager un business dont la ressource principale porte sur moi, mais ne porte pas sur des facteurs externes. Ça, c'est un élément qui va vous amener à réduire considérablement le manque de financement qui vous empêche effectivement de passer à l'action. Et quand vous arrivez à voir que c'est vous la ressource principale, commencez à tester gratuitement. J'ai vu beaucoup de personnes coincées parce qu'ils veulent attendre d'être payés. Non, si c'est vous, regardez un problème que vous pouvez résoudre, commencez à tester, commencez à servir des personnes sans être payé pour tester et voir s'il y a un vrai besoin, si vous répondez à une vraie problématique sur le marché, et peut-être que ça va vous ouvrir la voie à pouvoir aller plus loin, n'est-ce pas?
Alors, une fois encore, avant d'explorer cette voie-là, il est important vraiment de s'assurer qu'on a couvert ses arrières avant de pouvoir se lancer dans l'entrepreneuriat, parce que c'est une aventure qui est risquée. Je ne vous dis pas d'aller vous jeter comme ça, parce que c'est une aventure qui n'est pas simple, mais c'est une aventure qui en vaut la peine. Donc, c'est important de préparer ses arrières, d'apprendre à gérer ses finances, de gérer au mieux ce qu'on a, de mettre l'argent de côté, et après, maintenant, de commencer à pousser dans cette direction-là. Donc, la raison numéro 5, maintenant, c'est, la plupart des gens me disent, le manque de temps. Alors, quand quelqu'un me dit « je manque de temps », je comprends que c'est un problème de choix des priorités. En réalité, c'est peut-être beaucoup plus souvent un mauvais choix des priorités qu'en réalité un manque de temps. Il est important de comprendre que ici, quand quelqu'un me dit « manque de temps », le plus important, c'est de regarder qu'est-ce que je produis, quelle est ma productivité, quels sont mes résultats aujourd'hui. Donc, ce n'est pas une simple gestion du temps. En fait, on a tous 24 heures, mais nous choisissons de les consacrer à certaines choses plutôt qu'à d'autres. Donc, si on fait un mauvais choix, on peut faire un mauvais choix pour 2 raisons essentielles. La première, c'est que nous sommes devenus des addicts aux réseaux sociaux et à tout ce qui est distraction. On est sur les réseaux sociaux matin, midi, soir. On est sur la politique. On parle de politique alors qu'on n'est pas politicien. On parle de politique à longueur de journée. On parle énormément de tout ce qui est sport, football, Champions League. On est avec des amis avec qui on discute de tout et de rien, mais on ne discute pas des choses qui nous font avancer. J'appelle ça de la distraction. C'est bien d'avoir des amis, c'est bien de consacrer du temps pour pouvoir échanger ensemble, mais c'est mieux de limiter ce temps-là et de consacrer le maximum de temps vraiment à des éléments qui comptent pour nous. Vous voulez apprendre un domaine particulier pour vous lancer dans l'entrepreneuriat, mais vous dites que vous n'avez pas le temps. Et toi, particulièrement, tu dis que tu n'as pas le temps. Les excuses des autres, je vais accepter, mais toi, je n'accepte pas tes excuses. Il est important d'éliminer certaines distractions comme les réseaux sociaux improductifs. Les amis où vous asseyez pour refaire le monde et ça ne vous fait pas avancer depuis des années. Regardez en arrière, qu'est-ce que vous avez tiré comme bénéfice? Il est temps de tirer un trait et de dire « je vais choisir d'utiliser différemment mon temps ». La deuxième raison, comme je disais, il y a la distraction, mais la deuxième raison, c'est vos émotions ou tes émotions par rapport à l'argent. Je pense qu'on a un grand problème, nous, à laisser partir un peu d'argent pour racheter notre temps. Le temps, c'est la ressource la plus précieuse que l'or et le diamant réunis. Donc, quand je choisis de consacrer mon temps à des tâches de faible valeur ajoutée, parce que j'ai des mauvaises émotions, des émotions négatives avec l'argent, je ne vais pas laisser partir. Je vais me retrouver en train de faire des tâches ménagères. Je vais me retrouver en train de faire des tâches administratives de faible valeur ajoutée. En même temps que je suis en train de dire que je n'ai pas le temps pour pouvoir apprendre, me former et avancer dans l'entrepreneuriat. On me retrouverait en train de laver ma voiture, de faire du repassage, de faire plein de tâches ménagères, simplement parce que je n'ai pas envie de payer quelqu'un d'autre pour le faire. Il faut laisser partir un peu d'argent. Donc, ça demande qu'on retravaille ses émotions par rapport à l'argent pour apprendre à élever son quotient émotionnel financier pour laisser partir. Et d'ailleurs, je vais vous inviter à regarder dans l'épisode 6, je vous invite à regarder l'épisode 6 de notre émission Vive libre, passionné et heureux. Dans l'épisode 6, nous avons abordé le thème « Comment doubler notre productivité en changeant notre rapport à l'argent ». Je pense que si vous allez prendre le temps de regarder cet épisode-là, vous aurez énormément de réponses par rapport à ce que je dis. Vous saurez davantage prioriser effectivement votre temps. C'est important d'avoir de la discipline et de vous concentrer davantage sur votre productivité. C'est important si vous voulez vraiment faire le cap, parce que franchir le cap, c'est une étape assez difficile. En conclusion, nous avons parcouru les 5 raisons qui aujourd'hui t'empêchent toi d'avancer depuis 5 ans ou 10 ans que tu as le projet d'entreprendre. Nous allons récapituler globalement les 5 raisons. La première raison, c'était la peur de l'échec. Et je dis encore une fois, ce n'est pas ta faute. L'échec en Afrique francophone particulièrement est mal vu. Mais il faut qu'on arrive à passer ce cap-là, à se dire, même si c'est mal vu, s'il y a une vie meilleure de l'autre côté, je vais pouvoir prendre le pas et affronter cette peur-là. La raison numéro 2, c'est le confort de la sécurité. On a la stabilité d'un emploi, fonctionnaire ou dans une multinationale, mais en même temps, ces gros avantages sont aussi un gros somnifère. C'est à nous de voir. On peut le faire pendant un moment. Vous êtes à 10 ans ou 20 ans d'expérience maintenant, n'est-ce pas? À un moment donné, vous pouvez avoir le choix de dire, je veux aspirer à mieux. Je n'ai plus envie de continuer avec ces somnifères-là, ces avantages qui n'ont que pour seul objectif de m'endormir et que je me réveille un matin à 60 ans, à l'âge de la retraite. La raison numéro 3, c'est qu'on n'a pas de vision claire ou d'idée claire de ce qu'on a envie de faire. Je vous invite donc à repartir, voir comment trouver votre raison d'être. Pourquoi tu es là? Pourquoi tu es dans ce monde? Quelle est ta mission sur cette terre? En essayant d'explorer cela, ça te donnera une meilleure vision et ça te permettra de passer un peu plus facilement à l'action. La raison 4, qu'on avance très souvent comme blocage, c'est le manque de ressources financières.
En fait, je dirais plutôt que c'est un manque de boussole financière. Si on a une bonne boussole financière, si on peut déjà mieux gérer ce que nous avons comme ressources aujourd'hui, ça nous donnera la marge suffisante pour pouvoir prendre plus de risques et donc entreprendre et peut-être même davantage investir. La raison numéro 5, c'est le manque de temps. En réalité, on a 24 heures dans la journée. C'est simplement un choix des priorités qui diffèrent. Donc, voilà les 5 raisons qui t'empêchent d'avancer. Mais je peux te dire une chose. Je te garantis que tu peux surmonter ces 5 obstacles-là et pouvoir réaliser ton rêve d'entreprendre. Il faut qu'en 2023, tu arrêtes de remettre à l'année d'après. Il faut prendre toutes les dispositions pour te préparer pendant les mois qui restent pour que 2024 soit l'année où tu vas véritablement passer à l'action. Voilà. Alors, avant de partir, j'aimerais t'inviter à partager ce thème. Il y a forcément des amis autour de toi qui ont souvent, comme toi, le rêve d'entreprendre et qui ne passent pas à l'action. Partage avec eux cette vidéo. J'aimerais aussi voir les commentaires que tu as et que tu pourras aider d'autres personnes à découvrir, à renvoyer comme commentaires pour nous permettre d'aborder un thème différent qui va encore t'accompagner dans cette quête-là. Avant de partir, je vais annoncer le thème de l'épisode 17. On a 2 grandes plateformes, Facebook et YouTube. Facebook et YouTube, amis ou ennemis. Comment ces plateformes peuvent façonner ton destin? Ce sera le thème de l'épisode 17. Retrouvons-nous la semaine prochaine, lundi 11h pour le prochain épisode. À votre sérénité et à très bientôt. N'oubliez pas de cliquer ci-dessous pour vous abonner à notre chaîne et surtout d'activer la notification pour être avisé à chaque fois que nous allons mettre du nouveau contenu en ligne.